Mon mari a pris un jour de congé au travail et est parti avec sa maîtresse dans notre maison de campagne avec notre argent. Malheureusement, j'ai tout vu de mes propres yeux. Si quelqu'un m'avait demandé il y a quelques années si j'étais heureuse en mariage, je n'aurais même pas pensé à répondre autrement que oui. Edward était mon pilier, mon meilleur ami. Nous nous sommes rencontrés au travail. Il était l'un de ces gars, sur deux qui entrent dans une pièce, et en deviennent automatiquement le centre. Et moi, je suis juste comptable dans la même entreprise. Plus discret que l'eau, plus bas que l'herbe. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé en moi à l'époque, mais 6 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. Notre mariage n'était pas parfait, mais c'était le nôtre. Ensemble, nous avons pris une petite maison en périphérie de la ville. Nous repeignions les murs, choisissions des meubles en solde, buvions du vin dans des gobelets en plastique, assis sur le sol nu de la cuisine. C'étaient nos meilleurs jours. Nous n'avions pas d'enfants. Au début, nous ne nous pressions pas. Puis cela n'a pas fonctionné. Au début, je pleurais. Puis je me suis résigné. Et Edward, il est devenu plus silencieux. Il éludait mes questions quand je lui demandais s'il allait bien. Il se plongeait dans le travail, rentrait tard. Je remarquais qu'il tenait de plus en plus souvent son téléphone, même dans la salle de bain. Il riait en envoyant des messages, mais disait que c'était juste un chat avec des collègues. J'essayais de ne pas être jalouse. Nous sommes des adultes, après tout. Parfois nous dînions ensemble. Il ne me regardait presque pas dans les yeux. À un moment donné, j'ai pensé qu'il avait probablement juste besoin d'espace. Moi-même, je n'ai pas toujours été une épouse parfaite. Je pouvais oublier d'acheter sa bière préférée, ou manquer un match que nous avions prévu de regarder ensemble. Mais quelque chose d'inquiétant a commencé à s'insinuer dans mon âme. Au printemps, j'ai décidé, assez d'attendre. Je veux nous retrouver. Je veux au moins essayer. J'ai proposé de prendre des vacances. Edward a d'abord écarté l'idée, disant qu'il avait beaucoup de travail. Mais il a ensuite accepté. Il a dit que si tout se passait bien, nous pourrions partir une semaine en mai. C'est alors que j'ai décidé de lui faire une surprise. J'ai réservé un chalet sur la côte, tout moi-même pour qu'il n'ait qu'à monter dans la voiture et partir en vacances avec moi. Pour cela, j'avais besoin de connaître son emploi du temps. J'ai écrit à son patron sur la messagerie d'entreprise. Nous nous connaissions. J'ai simplement demandé s'il serait possible pour Edward de prendre des vacances ce printemps. En réponse, je n'ai reçu qu'un message court et poli, disant qu'Edward ne s'était toujours pas présenté au travail cette semaine. D'après ce que sait son patron, il a pris des jours de congé imprévus. J'ai relu ces messages, probablement 10 fois. Cette semaine, il n'est pas encore apparu. Des congés imprévus. Je n'ai pas appelé tout de suite. À la place, je suis allé sur notre compte bancaire commun et là, j'ai vu, parmi d'autres transactions, une qui se démarquait. Une simple transaction d'Airbnb, une adresse sur la côte, à 3 heures de notre maison. Réservée pour 3 jours, et le paiement a été effectué par carte. Alors, Edward, il est déjà parti, hein? Ou pas seul? À l'intérieur, tout s'est contracté. Mes mains tremblaient. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis assise par terre, et j'ai juste regardé le mur. Probablement pendant 20 minutes. Puis je me suis levé, j'ai pris un sac, enfilé une veste, je suis sorti, et je suis allé à la voiture. Je suis simplement allé à cette adresse. Je n'ai pas écrit à Edward, je ne l'ai pas appelé. Ma tête bourdonnait, mon cœur battait, comme celui d'un marathonien. Mais j'avais une seule pensée. Je devais voir tout cela de mes propres yeux,
et je devais connaître la vérité. Pas des suppositions, pas des hypothèses, seulement des faits. Quand je quittais le parking, j'ai regardé dans le rétroviseur et je me suis dit, si cela s'avère vrai, il n'y aura plus de retour en arrière. La route s'étendait à l'infini. Je conduisais en serrant le volant si fort que mes jointures en étaient blanches. La radio était silencieuse. Il me semblait même que l'air dans la voiture était devenu plus dense. Je me répétais que je m'étais juste fait des idées, que tout allait bien, que peut-être il se reposait vraiment seul ou que ce n'était pas ce que je m'étais imaginé. Mais mon cœur battait traîtreusement dans ma poitrine. Je savais. Il y avait trop d'anxiété en moi pour que ce soit juste de la jalousie. L'adresse, indiquée sur Airbnb, s'est avérée être une petite maison, soignée avec une véranda, confortable comme sur les cartes postales. Je me suis arrêté un peu plus loin, j'ai caché la voiture derrière les buissons et j'ai continué à pied. Le soleil commençait déjà à se coucher. C'était calme. J'entendais le gravier crisser sous mes pieds. Et à l'intérieur, tout brûlait. J'ai contourné la maison par l'arrière, espérant que les fenêtres me révèlent quelque chose. Et c'est alors que je les ai vues, à travers la porte vitrée de la véranda. Elle était entr'ouverte. À l'intérieur, sur le canapé, Edward embrassait une femme, jeune, avec des cheveux roux, ondulés. Elle riait. Il la caressait sur la cuisse. Je ne voyais pas leur visage entièrement, mais c'était suffisant. Il s'est penché, a chuchoté quelque chose à son oreille, et elle lui a enlevé son t-shirt. Puis, il s'est levé, l'a tiré par la main, et ils sont partis à l'intérieur, dans la chambre. Je suis resté figé. Mon cœur a cessé de battre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Probablement 3 minutes, pas plus. Puis je me suis simplement retourné et je suis parti en arrière. Je me suis assise dans la voiture. J'ai démarré le moteur, mais je n'ai pas pu partir. J'avais besoin de respirer. Je regardais. Devant moi et dans ma tête se répétait une seule scène. Comment il la tenait par les hanches. C'est tout. Mon Edward, mon mari, l'homme avec qui j'ai construit une maison, avec qui j'ai pleuré de joie en pensant que nous allions avoir un enfant, et il est avec une autre, joyeux, insouciant, dans une jolie maison où je n'ai même pas été invité. Je me souviens avoir murmuré à moi-même « Tu fais tout correctement. Tu as tout fait correctement. Tu es venu. Maintenant tu sais. Il n'y a plus de place pour le doute. » Ce n'est qu'alors que j'ai pu démarrer la voiture et partir, rentrer chez moi. Mais plus chez lui, juste chez moi, dans le vide. La première nuit, je n'ai pas dormi. Je suis juste allongé, sur le lit en serrant l'oreiller et regardant le plafond. Parfois, les larmes coulaient, toutes seules. Parfois, je commençais à trembler. Une fois, je suis même allé devant le miroir et j'ai demandé « Pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal, Edward ?» Le matin, j'ai mis la bouilloire, mais je n'ai pas bu une seule tasse. Je n'avais pas d'appétit. Edward est revenu, 2 jours plus tard, avec un bouquet, un sourire, cette chaleur fausse que je ne pouvais plus. Je n'ai peut-être pas remarqué. J'étais assis sur la cuisine comme si je ne savais rien. Je regardais comment il posait sa valise, comment il essayait de raconter quelque chose de joyeux pour détendre l'atmosphère. J'écoutais, je hochais la tête, mais à l'intérieur, c'était le vide. Ce n'est que le soir suivant que j'ai parlé. Je lui ai demandé « Veux-tu être avec moi ? Ou es-tu déjà là-bas ? Avec elle ?
Edward s'est figé, puis il a commencé à tout nier. Il disait que c'était une collègue, qu'il se reposait simplement, qu'il n'y avait rien. Je me taisais. Je savais. Je voyais. Je ressentais. Le lendemain, j'ai demandé le divorce. Sans scandale, sans cri. J'ai simplement signé les papiers et je les ai laissés sur la table. Il essayait de parler. Il criait que c'était une erreur. Que j'avais tout mal compris. Mais je ne lui ai pas répondu. Simplement parce qu'il n'y avait plus de sens. Je ne m'attendais pas à ce qu'Edouard avoue tout de suite. Quand nous nous sommes assis à la table avec les avocats, il a, presque immédiatement, dit qu'il avait effectivement trompé. Depuis longtemps, plusieurs années. Au début, il ne voulait pas tout détruire, et puis il n'a simplement pas pu s'arrêter. Il essayait de se justifier. Il disait qu'après plusieurs années de tentatives infructueuses d'avoir un enfant, il était très difficile pour lui, qu'il se sentait perdu, vidé, inutile à personne. Je suis restée silencieuse, parce qu'il n'y a pas de justification pour l'infidélité. Le processus n'a pas été long. Nous comprenions tous les deux qu'il n'y avait plus rien à reconstruire. Il a signé les papiers sans discuter. La maison m'est restée. La voiture, il l'a prise pour lui. Il n'y avait pas grand-chose à partager, à part les souvenirs. Et ceux-là, on ne peut pas les partager. On les revient seulement à les revivre, chaque nuit, avant de s'endormir. Les 2 premiers mois après le divorce ont été les plus calmes de ma vie. Je ne parlais presque à personne. Je me réveillais, simplement, allumais la bouilloire, m'asseyais près de la fenêtre et regardais la vie s'écouler au-delà de mon maison. Comme si tout continuait comme avant, mais sans moi. J'ai supprimé nos photos communes. Au début, il me semblait que c'était impossible, mais ensuite mes doigts appuyaient sur supprimer d'eux-mêmes, comme s'ils le faisaient à ma place. Je les bloquais partout. Mais parfois je me surprenais, quand même, à ouvrir le profil, où il n'y a plus rien depuis longtemps. Le plus difficile était le soir, rentrer à la maison et ne pas entendre les pas familiers, ne pas sentir l'odeur de son parfum, ne pas demander comment s'est passée la journée. Juste un simple silence. Parfois je mettais les anciens enregistrements de notre voyage en Utah. Nous riions alors, nous plaisantions, il me tenait par la main, je me souvenais de mon désir de devenir mère, de ma peur que cela ne se réalise jamais. Et puis j'ai appris qu'il essayait d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Une fille d'Arizona, 27 ans, médecin. Un cycle stable, moins de risques. D'infertilité, comme il l'a dit lui-même par bêtise. Un jour, lors d'une conversation avec un avocat, j'ai entendu cela, tout cela. C'est alors que j'ai pris la décision que je ne suis pas une victime. Non, je suis simplement une personne qui a traversé la douleur et qui maintenant va vivre différemment. J'ai changé de travail, je me suis installé dans un petit bureau de design où personne ne connaissait ni mon mariage, ni mes larmes. J'ai changé de coiffure, je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai acheté un vélo et je ne restais plus à la maison le soir. Je me promenais dans les rues, m'arrêtais dans les cafés, lisais dans les parcs. Je vivais tout simplement. Après, 6 mois après le divorce, j'ai reçu une notification de ma carte. Un prélèvement pour l'abonnement Airbnb avait de nouveau été effectué. Je suis allé sur le site pour l'annuler et j'ai accidentellement vu sa réservation pour cette même petite maison. Seulement
cette fois, il la réservait pour 4 personnes. Je n'ai pas pu résister. Je suis allé sur son ancien profil sur les réseaux sociaux. Il y avait de nouvelles photos. Lui, cette même femme médecin, et 2 nouveaux-nés, des jumeaux. Sous la photo, il y avait une légende. La famille, c'est quand tu ne cherches plus, mais que tu as déjà trouvé. Je regardais et mon cœur battait, à tout rompre. Non, je ne regrettais rien, absolument rien. J'étais contente que tout se soit terminé ainsi, que j'ai vu la vérité, que je ne sois pas resté dans les illusions, et que je sois sorti de cette situation entière. Bien que brisée, cassée, blessée, mais vivante. Tout sera différent, tout changera. Je ne me permettrai plus jamais de me perdre dans quelqu'un qui ne me mérite pas. Je ne le ferai plus jamais. Et pour qui pas serait le numéro 2, 3, 5. Je serai unique. Je serai la première. Je serai la seule. Aimée et inégalable. Je ne permettrai pas que cela m'arrive à nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.